Général Nicolas Richoux, merci d'être avec nous. Là, encore une fois, je ne dirais pas que le ton monte, mais la gravité s'installe dans l'espace européen, où certains pouvaient dire, il y a encore quelques mois, bon, cette guerre en Ukraine, là, on est vraiment dedans. Hein. Oui, véritablement, mais on redécouvre ce qu'est la guerre. On redécouvre que les 80 années qu'on vient de vivre sont des exceptions dans l'histoire de l'humanité. Moi, je vous mets au défi de trouver une seule période de l'histoire de France où on a eu 80 ans de paix dans toute l'histoire de France. Ça n'est jamais arrivé. Donc, on a pris ça pour argent comptant. On redécouvre la guerre, on redécouvre la grammaire nucléaire. Je rappelle quand même que la menace des missiles, elle n'est pas tout à fait récente. Le premier missile interbalistique qui a menacé l'Occident, c'était en 1957, c'était le missile Semyorka, et il tapait déjà à 8000 km. On se souvient des SS-20 dans les années 70, qui étaient des missiles à portée intermédiaire, qui menaçaient l'Occident déjà, ce qui a fait une grande crise. Moi, c'est ce que j'apprenais à l'époque à Saint-Cyr, hein, on s'était centré sur la crise des SS-20. Donc tout ça, on connaissait par cœur dans les années 70, on ne s'en offusquait pas, ça faisait partie de notre vie quotidienne, et aujourd'hui, après les dividendes de la paix pendant ces 30 dernières années, on redécouvre que la guerre est consubstantielle aux civilisations et à l'homme. Malheureusement, c'est une réalité. Donc on est en train de nouveau basculer. Ce que je retiens, c'est qu'on est en train de redécouvrir la grammaire de la guerre, nous a dit le général. Mais est-ce que ça va aller plus loin? Quel est le message aujourd'hui du président de la République? En tout cas, la phrase est très forte. La France est à portée des missiles balistiques russes. Vous voyez le poids du message qui est délivré par le président de la République française. Alors, sans doute que dans un instant, le général pourra nous dire si effectivement on est à portée de missiles. Est-ce qu'on a des systèmes de protection du type otanien pour empêcher un jour un éventuel missile de frapper la France? Ça, vous nous le confirmerez ou pas. Moi, ce que je veux souligner, c'est quand même effectivement la permanence de ce discours. Vous avez eu, de la part d'Emmanuel Macron, l'ogre russe dont l'appétit ne se tait pas et qui a besoin de la guerre pour se nourrir. Vous avez eu les deux chefs d'état-major, Burkhardt et Mandon, qui n'ont cessé de lancer des avertissements, de tirer la sonnette d'alarme, et on a vu la polémique sur les derniers propos du général Mandon. Vous avez l'armée qui dit qu'il faut s'attendre à un choc avec la Russie d'ici 3 ou 4 ans. Oui. D'ici 3 ou 4 ans. C'est demain. C'est demain, c'est avant 2030. Oui. Donc vous avez les autorités françaises, et comme vous l'avez souligné, Magali, on n'est pas les seuls en Europe à s'inquiéter, qui ne cessent de nous sensibiliser à l'existence de cette menace. Maintenant, sur les missiles russes, est-ce qu'on est à portée? Je ne suis pas un spécialiste militaire, et peut-être que le général peut nous dire ce qu'il en pense. Oui, oui, on est à portée, mon général, ça c'est indéniable. Souvenez-vous, au début de la guerre, lorsque nous faisions cette émission le soir ensemble, on avait vu dans les premiers mois de la guerre ces émissions de propagande qui montraient que Paris était, je ne sais plus combien, à 130 secondes de certains missiles russes hyper sophistiqués, que Londres était à 143 secondes de Moscou, etc. Donc qu'on soit à portée de missiles, ça c'est une évidence sur le plan technique. Oui, sur le plan technique, c'est une évidence depuis les années 50. Je vous rappelle ce missile Semyorka qui tapait à 8000 km en 1957. C'est les premiers missiles intercontinentaux. Donc, véritablement, oui, là, il y a absolument rien de nouveau. Ce qui est très, très nouveau, c'est qu'on réutilise la grammaire nucléaire dans le langage des relations internationales. Moi, je rappelle quand j'étais à l'école de guerre, quand on parlait de puissance, à l'écrit de l'école de guerre, hein, il fallait dire la puissance, c'est aussi la culture, c'est aussi l'économie, c'est le soft power, c'était ça. Si on disait pas ça, on avait une colle qui était éliminatoire. Et bien sûr, on continue à parler du nucléaire, mais c'était pratiquement secondaire. Aujourd'hui, on voit bien que le rapport de force entre les nations est redevenu central. Pourquoi? Parce que effectivement, l'ordre international est complètement en miettes. Il faut le dire. Et il est complètement en miettes de la part de la Russie, mais quelque part aussi de la part des États-Unis, donc qui ne respectent pas non plus grand-chose actuellement et qui a un rapport de force brutal sur le plan militaire et même économique avec l'Europe, on l'a vu ces derniers temps. Mon général, il y a quand même une notion qui est très importante, qui a été évoquée tout à l'heure par mon modeste édito, mais surtout par le président de la République plus sérieusement, c'est que quand on est une économie comme l'économie russe, qu'on met 30% de sa richesse
intérieur en ordre de bataille derrière l'industrie d'armement, il est difficile de revenir en arrière. Difficile de dire, bon ben voilà, maintenant c'est la paix, c'est bien, on s'est armé. Voilà. On a le sentiment qu'on n'est pas dans une tactique, dans une stratégie de la part de Poutine, on est dans une espèce d'engrenage de logique. C'est-à-dire qu'on peut imaginer aisément que désormais la Russie soit un pays en guerre à vie. Oui, c'est ce qu'on appelle le déséquilibre avant. À partir du moment où on a basculé en économie de guerre, il est très difficile de rebasculer quand on fait des missiles, etc. Très difficile demain matin de faire des machines à laver et de repenser welfare state et conditions sociales du peuple russe. Donc effectivement, et puis Vladimir Poutine maintenant a assis son pouvoir, quand même il faut le dire, il a assis son pouvoir sur la force et sur la volonté et l'image que la Russie est invincible et qu'elle doit aller de l'avant. Et donc ça, on sait que ça n'est pas vrai, mais en même temps, tant qu'il n'a pas gagné cette guerre, il ne peut pas s'arrêter. Et là, c'est pour ça que je suis absolument, je reste quand même très pessimiste sur les négociations en cours. Vladimir Poutine n'a pas intérêt à arrêter la guerre et les garanties de sécurité qui sont demandées par les Occidentaux et les Ukrainiens, à mon avis, seront inacceptables de la part des Russes. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi, je suis pas devin dans les négociations, mais je ne crois pas que la Russie soit dans une logique de céder et d'apaisement. La Russie est dans une logique de montée en puissance d'un régime qui est en déséquilibrement en permanence, un peu comme le régime de Napoléon à partir de 1807. Sa puissance n'était que militaire et il a su essayer sa puissance sur tout ce qui était militaire et jusqu'à la chute finale. Mais, et qui nous menace, ce régime, le chef de l'État l'a rappelé aujourd'hui, la Russie nous menace et nous provoque. Ça nous rappelle ce que disait au mois de juillet dernier l'ancien chef d'état-major des armées. Souvenez-vous. En fait, c'est pas moi qui le dis, c'est Poutine qui a dit la France est mon adversaire principal en Europe. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'occupe pas des autres pays, et ça ne veut pas dire qu'il s'occupe que de nous. Mais je pense que la France, elle affiche sa détermination dans le soutien à l'Ukraine. En tout cas, Poutine a choisi de cibler la France probablement comme peut-être le pays avec la Grande-Bretagne et d'autres comme le plus volontaire, et qu'en fait, il était utile de s'opposer directement à la France et de décrire la France comme son ennemi principal en Europe. Voilà, Thierry Burkhardt, l'ancien chef d'état-major des armées. Mais c'est vrai. Est-ce que la France, Nevin, est particulièrement visée par les Russes ? Mais complètement. La France est devenue la cible prioritaire du Kremlin, selon, vous avez entendu, l'ancien chef d'état-major des armées, qui parle même d'attaques quotidienne contre les intérêts français. Les têtes de cochons, par exemple, déposées devant plusieurs mosquées en Île-de-France en septembre dernier, eh bien, c'est la Russie. Les mains rouges taguées contre le mémorial de la Shoah en mai 2024, c'est encore la Russie. Tout comme les étoiles de David taguées un peu partout dans les rues de Paris à l'automne 2023, ou encore eh bien, la peinture verte jetée contre des synagogues et la grande mosquée et le mémorial de la Shoah, c'était en mai dernier. Vous vous souvenez évidemment des cercueils déposés au pied de la Tour Eiffel avec l'inscription « Soldats français de l'Ukraine ». Au total, selon l'UE, la France a été la cible de 152 cas de manipulation ou d'ingérence, sans compter bien évidemment les 400 000 articles publiés pour dénigrer notre pays, partagés toutes les 45 secondes. Au total, le Kremlin a dépensé plus d'un milliard d'euros uniquement pour intoxiquer les opinions publiques, pour fracturer la société française et fragiliser évidemment notre cohésion nationale. C'est vrai pardon, mais c'est très important ce que vous êtes en train de nous dire, parce que soudainement, il y a un effet cumulatif là, et on comprend ce que c'est que la guerre hybride. Il y a certaines personnes qui pouvaient se dire, tiens, qu'est-ce que c'est que cette expression qu'on entend tout le temps sur LCI ou dans la bouche du président, la guerre hybride? Ben voilà, grâce à vous, on touche du doigt, là, aujourd'hui, ce qu'est cette guerre hybride. 1 milliard, rien qu'en... Tous ces exemples, 1 milliard d'euros de dépensés juste pour provoquer toutes ces cyberattaques, ces agressions, ces entreprises de déstabilisation contre la France, qui ciblent d'ailleurs souvent les lieux de culte, les mosquées, les synagogues. Pourquoi ? Eh bien, toujours pour fragiliser la cohésion nationale, qui vise aussi des événements populaires. On se souvient des Jeux Olympiques, qui cible aussi les élections. C'est très important
On se souvient que pendant les élections législatives anticipées, eh bien, de faux sites russes prétendaient par exemple que le groupe Ensemble allait distribuer 100 € à tous les électeurs français pour donner évidemment l'impression que la France est un pays corrompu. Et on peut se poser une question, pourquoi nous? Bien parce que si la France est prise pour cible, c'est d'abord parce que sur le dossier ukrainien, Emmanuel Macron a fait vraiment figure de leader en Europe. C'est le premier à avoir évoqué l'envoi de troupes au sol. C'est aussi le premier à avoir déclaré que Poutine était un prédateur, un ogre à nos portes. Pour l'ancien chef d'état-major Thierry Burkhardt qu'on vient d'entendre, eh bien, si la Russie parvient à faire fléchir la France dans son soutien à l'Ukraine, il y aura un effet domino en Europe, d'où ces attaques de plus en plus fréquentes contre notre territoire, mais aussi de plus en plus violentes. Et d'où l'appel, effectivement, du chef de l'État à faire corps, à rester fort, parce qu'il l'a dit, pour bien se protéger. Il y a une chose à faire. En premier lieu, c'est d'abord montrer que nous ne sommes pas faibles. Oui, et je retiens du papier de Nivin les élections. Il ne vous a pas échappé qu'il y aura des élections en France en 2027 et 2026 et 2027, la municipale et la présidentielle. Et on a vu dans d'autres scrutins en Europe, en Roumanie par exemple, une ingérence totale du Kremlin qui a essayé de pousser des candidats. Donc on n'est pas à l'abri dans les prochains mois de tentatives de manipulation de l'opinion dans le cadre d'élections extrêmement importantes que sont les municipales et la présidentielle. Et ça vraiment, ça vient fragiliser une cohésion nationale. Si vous avez une puissance étrangère qui tente de pousser tel ou tel candidat, qui tente de pervertir les débats démocratiques, en fait, c'est notre démocratie qui est attaquée. Et c'est pour ça que c'est très important d'être extrêmement vigilant. Il bat le rappel, là, en fait. Il bat le rappel, le chef de l'État. Il vient nous dire qu'il y a une menace russe. Quelle que soit sa forme. Je ne comprends pas, d'ailleurs, ça s'adresse à vous, Grégory Philippe, et au général Richoux, je ne comprends pas pourquoi, dans ce contexte-là, il n'y a toujours pas d'armée européenne, mais prenons un peu de hauteur. Ces questions convoquent avec une urgence et une acuité toute particulière la nécessité absolue de constituer une vraie armée militaire européenne, avec un commandement unique. Je ne comprends pas toujours. Et je ne comprends pas encore moins que nous n'ayons pas de bouclier. Mon général, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de bouclier ? Ce week-end, Jean-Louis Borloo disait « On est en train de regarder vers la Russie, très bien, mais je vous signale qu'à 14 km de l'Europe, c'est le détroit de Gibraltar, il y a la constitution en cours du plus grand califat de l'histoire, depuis la mer Rouge jusqu'à l'océan Atlantique, et qu'il est urgent de le prendre en compte. » Et il a dit, très sérieusement, un missile peut toucher l'Europe venant de Tombouctou, c'est l'exemple qu'il a pris. Et on n'a toujours pas de bouclier, nous les Européens, nous les Français. Franchement, ces questions, que ce soit le califat dont on ne parle jamais d'ailleurs, peut-être qu'il va falloir en parler enfin, ou que ce soit l'Ukraine, sont des questions matricielles qui convoquent l'urgence, mon général. Mais d'abord, personne n'a de bouclier, même pas les Américains. Les seuls qui ont un bouclier qui tient à peu près je pense que vous parlez d'un bouclier aérien pour intercepter les missiles, c'est ça dont vous parlez? Oui. Bon, les Américains en ont-ils un? Non, il y a le dôme d'or, là, ou le dôme qui veut nous faire, mais qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Vous avez vu la taille du continent européen? Les seuls qui ont un bouclier qui tiennent à peu près la route, ce sont les Israéliens, parce que c'est un tout petit pays, c'est la taille de 2 départements français, ou à peu près. Donc c'est un tout petit pays, ils ont un bouclier qui est efficace, et encore, on a vu que quand les Iraniens ont continué à taper, je dirais, dans la durée, il devenait de moins en moins étanche, le bouclier. Le bouclier n'existe pas. Il faut arrêter de dire que si demain des missiles nucléaires arrivent, on les arrêtera. Nous, ce qui fait la dissuasion, c'est de dire que si vous nous tirez dessus, on va vous riposter d'une manière tellement extraordinaire que vous serez détruit aussi et que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et alors, je voudrais dire aussi un mot sur ce que vous parliez de l'armée européenne. Moi, je vous retourne la question, Eric. C'est qui donne l'ordre? Qui commande? Voilà. Si vous répondez à cette question, je vous dis, si vous voulez une armée européenne... Il faut après, vous avez raison, il faut l'Europe, quel numéro de téléphone? Voilà, pour l'instant, l'Europe n'a pas de numéro de téléphone, mais il faut un président des États-Unis d'Europe ou de la Fédération des pays d'Europe. Il faut un vrai chef de l'Europe avec un exécutif fort et une armée. On n'est pas du tout mûr pour cette solution.
Vous le voyez très bien. Ça, c'est une vision franco-centrée. Moi, je suis absolument pro-européen. C'est pas ce que j'ai constaté dans ma carrière militaire, malheureusement. Vous savez, j'ai travaillé plusieurs années pour les institutions européennes quand j'étais à l'état-major des armées. Moi, j'étais à la section Union européenne, je peux vous dire. J'étais tous les 15 jours à Bruxelles. Et après, j'ai été attaché de défense à Berlin. J'ai commandé un régiment de la brigade franco-allemande. Je peux dire, je les ai vus en long et en large et en travers. Autant je suis un pro-européen convaincu, autant je ne vois pas les conditions et les prérequis nécessaires pour qu'on ait un système efficace. L'Europe n'a pas été bâtie pour être une puissance militaire et politique. Elle a été bâtie comme un ensemble économique. Et aujourd'hui, sans une Europe fédérale et de la défense, à laquelle beaucoup d'États n'adhèrent pas, eh bien, il n'y aura pas de puissance politique, économique, parce que qui dit le go, go hein, en 1944, il y a un mec qui a dit le go pour le débarquement, c'est Eisenhower, parce qu'il était commandant en chef des armées alliées. Et quand on lui a dit on peut y aller, il a dit let's go. Mais qui dit let's go aujourd'hui ? C'est qui ? C'est von der Leyen, c'est Madame Callas. Ben non. Et selon l'article 4 du traité de l'Union européenne, eh bien, c'est le Conseil européen, et donc c'est l'unanimité des chefs d'État de l'Union européenne. Ouais. Ben voilà. Grégory. Donc nous sommes dans un territoire. Je n'ai pas de mot plus adapté que territoire. Nous sommes dans un territoire européen de 450 millions d'âmes où tout a été fait pour le commerce, et je le dis sans mépris, c'est très important le commerce, la libre circulation des biens et des personnes, très bien. Voilà, on a créé l'euro, etc. Mais ça reste l'Europe, une union commerciale incapable, selon vous, aujourd'hui, dans l'état actuel, d'aller vers une vraie défense intégrée commune ou vers la constitution, par exemple, d'un bouclier. Comme le fantasme les Américains avec le Dôme d'or qui a démarré quand même dans les réflexions américaines. Nous on ne peut pas encore accéder à tout ça parce qu'on n'est qu'une union commerciale. Absolument. Et même en étant une union commerciale, on s'est couché devant Donald Trump. Ça veut dire qu'on n'est pas une union commerciale très forte. Et puis je rappelle que même sur le plan industriel, où on sait faire, on a des très grosses industries de défense, on n'est même pas capable de se mettre d'accord. Regardez les querelles sur l'avion du futur, le char du futur, et la mise en ordre des industries européennes de défense. Il n'y en a pas. Ce sont les intérêts égoïstes européens qui prévalent. Et tant qu'on sera dans cette logique, je dirais, anthropique, eh bien, rien n'arrivera en Europe. Non mais alors, oui, très intéressant ce que dit le général. L'Europe n'a pas été conçue pour être une puissance militaire parce que tout simplement on était dans cette période de 80 ans de paix, et quand on a construit l'Europe, on s'est pas dit la guerre reviendra, sauf que le monde a changé. Le monde a changé, mais et c'est surtout, est-ce que la paix s'est terminée? Quand on entend Emmanuel Macron, quand on entend le ministre de la Défense allemand, quand on entend les pays baltes, on a l'impression qu'effectivement on va rentrer en guerre. Qu'est-ce que vous répondez aux personnes, et elles sont nombreuses à nous poser toujours la même question? Mais réellement, la Russie va nous attaquer. Elle n'arrive pas à battre l'Ukraine. Elle va vraiment s'attaquer à l'OTAN. Il y a quand même un scepticisme général. Honnêtement, je ne pense pas que les blindés russes seront demain sur les Champs-Élysées. Mais quand je dis le monde a changé, vous savez, il y a ce bouquin d'Empoli, les prédateurs. Les prédateurs. Le monde a changé. On vit maintenant dans un monde de prédateurs avec une Russie, une Chine, des États-Unis qui sont des superpuissances belliqueuses pour certaines. Et nous, Européens, on est un peu dans un logiciel ancien, c'est vrai, celui de ces 80 ans de paix que le général décrivait tout à l'heure. Des herbivores au pays des carnivores. Mais cela dit, j'entends ce que dit Richer, mais on peut aussi imaginer que cette Europe qui a été conçue pour autre chose, vous le dites très bien, en période de paix, et que nous la fassions évoluer vers une autre Europe plus intégratrice, plus... avec un exécutif européen qui prend des décisions avec un vrai numéro de téléphone européen. Oui, mais sauf que construire une défense européenne, ça se fait pas comme ça. Moi, ça fait 30 ans que je suis journaliste, ça fait 30 ans qu'on en parle de la défense européenne. Ouais. Donc là, il y a urgence à faire quelque chose, mais il faut 20 ans, il faut 30 ans, il faut quasiment 50 ans pour vraiment construire l'appareil, notamment de décision, la cohésion européenne, pour qu'on soit tous alignés sur ce qu'on a envie de faire. Honnêtement, c'est pas demain qu'on aura la défense européenne, c'est évident. Bon. Bien.